On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Paulo Coelho écrivait dans son célèbre livre L'Alchimiste que nous avons tous pour mission d'accomplir notre légende personnelle. Et ma prochaine invitée y est brillamment arrivée, ce qui constitue une chance pour le monde de demain et les tout-petits d'aujourd'hui. Depuis plus de 15 ans, elle s'évertue à démontrer les pouvoirs insoupçonnés du son et de la musique sur le développement de l'être humain, et ce, dès les débuts de sa vie. Elle a même mis la musique au cœur du projet pédagogique de son réseau de crèches musicales unique en France. Les études neuroscientifiques des 4 coins du monde confirment ces intuitions et les bienfaits incroyables de la musique sur l'épanouissement de nos enfants et sur le devenir de nos sociétés. On sait depuis le début du XXIe siècle, grâce au progrès en imagerie médicale, que notre cerveau naît musical. Nous naîtrions même tous musiciens. Si. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Quand et comment se développe l'ouïe ? Quelles sont les capacités auditives d'un nouveau-né et comment se développent-elles ? En quoi et comment le fait d'écouter et de pratiquer de la musique au quotidien, dès le plus jeune âge, renforce le développement du bébé ? Et qu'est-ce qui se développe exactement au contact de la musique ? À quoi touche la musique ? À quoi nous sert-elle ? Et ne pourrait-on pas faire de cet élément universel, omniprésent dans nos vies, un support pour éveiller au monde, aux autres et pour lutter contre les inégalités de chance ? J'ai des réponses à toutes ces questions, alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous vous apprêtez à vivre un voyage sensoriel orchestré par Claudia Quespi-Yahi. Bonjour Claudia et bienvenue à ce micro. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir échanger avec vous, tant votre parcours et ce que vous avez créé impose le respect à mes yeux. Bonjour Maria, merci. Bienvenue et on va justement commencer par parler de vous. Vous êtes la fondatrice de Cap Enfant, un réseau de crèches très spécial qui place la musique au cœur de son projet pédagogique. Vous avez imaginé ce qu'on appelle des crèches musicales. Et je vous avoue que rien que le nom nous fait rêver. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander d'où vous vient ce rapport si particulier, à la fois fascinant et fasciné, pour la musique. Par la naissance de mes propres enfants qui a fait basculer mon monde, qui était un monde, je dirais, normal, professionnellement, très investi, avec beaucoup de voyages, hem et dans la gestion et le management. Et lorsque j'ai mis au monde mes 2 enfants et de façon, pas évidente, mon monde a basculé parce que j'ai compris que tout commençait par les enfants, ce qui était pas une évidence pour moi avant. Et du coup, j'ai absolument tout arrêté. J'ai aussi arrêté de travailler et je me suis centrée sur mes enfants qui en avaient besoin aussi parce que mon fils aîné est né avec 1,8 kg, donc il fallait pas qu'il tombe malade il y avait quand même des précautions à prendre et qui m'ont naturellement donné envie de plonger dans son monde à lui, qui est celui de la petite enfance et du bébé et de ce qui se passe, etc.
Et donc, ça, en fait, je me suis occupée de mes propres enfants, enfin, parce que ma fille est née avec 2 kilos 100 et voilà, j'ai réussi à avoir quelques grammes de plus pour elle en restant alitée la plupart du temps lors de la grossesse. Et quand je me suis dit bon bah là j'ai envie de travailler aussi, mes enfants allaient bien, mon fils était rentré à la maternelle, ma fille se développait bien, et là je me suis dit mais en fait non, je veux m'occuper, je veux contribuer au développement des tout jeunes enfants parce que ils ont besoin de ce temps est particulier, ce sont des personnes ultra vulnérables avec un potentiel fabuleux, et donc je veux consacrer mon temps pour favoriser leur développement et être aussi un peu enfin porter aussi leur parole. Et du coup, je me suis centrée avec mes compétences managériales et de gestion à voir ce que je pouvais apporter à ces jeunes enfants. Et donc, assez rapidement, je me suis dit, mais c'est tellement riche de connaître la diversité culturelle, de voir la différence comme une richesse et pas comme une menace. C'est tellement fabuleux d'avoir une porte ouverte avec toutes ces différences et tous ces apports et tout ce potentiel de découverte quand on découvre une autre culture, d'autres façons de faire, d'autres compétences, voilà, que ça soit d'ordre culturel et de toute nature d'ailleurs, que je voulais transmettre ça évidemment d'abord à mes enfants et puis après par extension aux enfants autour de mes enfants, donc ici en Île-de-France puisque ça a commencé ici mais pas que. Et le lien pour permettre à ces enfants de découvrir autre chose et bien évidemment sur le plan sensoriel, ça peut être le goût, ça peut être l'odorat, ça peut être le toucher, ça peut être la vision avec les livres, etc. Mais j'avais l'intuition que l'ouïe était extrêmement importante pour l'enfant et que c'était la base aussi du développement du langage. Et donc, je voulais les préparer d'abord à cette ouverture à l'autre, mais aussi sur le plan langagier, et les préparer donc à l'apprentissage des langues étrangères. Mais un bébé, le préparer aux langues étrangères, on va dire, mais non, il faut d'abord qu'il commence par apprendre le français. Ce qui est parfaitement vrai quand on est en France. Et donc, il y avait plusieurs possibilités, monter des crèches bilingues pour avoir cette faculté d'apprendre à la fois le français et d'autres langues. Mais je trouvais qu'on imposait quelque chose aux enfants qui pouvait évoluer dans le futur et pourquoi l'anglais, pourquoi pas le chinois, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas le bulgare, pourquoi pas plein de choses. Et du coup, je trouvais ça restrictif. Et m'est venue bien sûr de façon assez évidente la musique comme la langue universelle. Et c'est de ce cheminement-là, et aussi parce que je suis issue d'une famille de musiciens d'origine autrichienne. Bon, il y a des petits liens évidemment. Hein, j'arrive avec un certain bagage, mais bon, du coup, la musique a toujours été importante dans ma vie en tant qu'amatrice et dans ma famille. Et je me suis dit, ben voilà. On peut permettre aux enfants de voyager, de découvrir plein de sons très différents au travers de la musique. Et donc, de préparer cette oreille musicale qui est nécessaire pour l'apprentissage des langues étrangères. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que nous naissons tous avec une oreille musicale. Je pensais que l'oreille musicale se développait puisque c'était un peu ce que l'on disait et ce que l'on continue à dire d'ailleurs. Mais ce qui est scientifiquement faux, puisque nous naissons tous avec une oreille musicale, et je vous en parlerai Absolument. Après si vous le souhaitez. Mais voilà, donc l'idée de la musique a commencé avec ça. Et donc les crèches, qui est le berceau dans lequel les enfants se développent, s'éveillent à la vie entre 0 et 3 ans en fait, et ces fameux 1000 premiers jours,
je voulais que ça soit un peu un cocon dans lequel l'enfant puisse écouter de la musique, mais pas la musique qu'on lui impose, la musique qu'il souhaite écouter lui-même et avoir le choix. Et donc, susciter cette curiosité et ce choix chez le jeune enfant. Et du coup, un point qui était clé pour moi, c'était d'avoir que l'enfant soit acteur et pas récepteur seulement, mais acteur de Alors, ses choix. oui, Et excusez-moi de vous donc, avoir oui, coupé, mais racontez-nous justement un peu plus concrètement ce à quoi ressemblent vos crèches musicales. Justement, en vous écoutant, on n'a qu'une envie, c'est, que vous nous plantiez le décor. cette crèche musicale, elle est avec un élément un peu emblématique visuellement, qui est la bulle musicale et qui se situe au sein de la crèche et en général dans l'atrium, dans le lieu de passage où les enfants se retrouvent, arrivent et puis passent beaucoup de temps aussi dans le cadre de la journée. Et donc cette bulle musicale, c'est un igloo qui est multisensoriel et interactif. Donc l'idée de cette bulle musicale, c'est un lieu de découverte pour les enfants et donc que j'ai matérialisé au travers de cet igloo qui fait 2 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. Donc dans lequel un groupe d'enfants de 5-6 enfants avec 3-4 adultes peuvent rentrer très facilement de façon très aisée. Et à l'intérieur de cette bulle qui est un peu avec de du simili-cuir au sol et puis sur les parois de façon à ce que avec un matelas, c'est matelassé donc c'est agréable, les enfants peuvent sauter, danser, tomber, il y a aucun risque et puis un peu plus haut, il y a un matériau acoustique de très haute qualité des studios d'enregistrement qui permet d'absorber un peu l'excès de son. On n'est pas transformé en studio d'enregistrement, mais on est dans un environnement un peu cocon. On sent aussi sur le plan auditif cet amortissement du son qui le rend cocon et qui fait que les enfants peuvent rentrer donc dans cet espace-là par deux ouvertures qui sont des vraies ouvertures, il n'y a pas de porte, donc ils rentrent, ils sortent comme ils le souhaitent. Donc ils rentrent là-dedans et puis ensuite ils vont découvrir des zones qui sont des capteurs qu'ils effleurent, qui sont des capteurs tactiles. Ils effleurent ces capteurs et ça déclenche des sons. Et ces sons peuvent être des sons d'animaux, des sons de musique, des comptines, mais aussi des musiques traditionnelles, et puis du gospel, du jazz, de la musique classique. Enfin, on part vers vraiment un environnement de musique complètement ouvert. Et ensuite, des ambiances sonores, on va emmener les enfants soit écouter le bruit de la mer, des vagues, le bruit des vélos en Chine, le bruit d'un marché, le bruit du vent, des pas dans la neige. Enfin, on va emmener les enfants dans des ambiances sonores et puis ensuite, on va aussi les emmener dans des environnements euh, qui sont langagiers, donc ils vont entendre la langue du pays, donc dite par un autochtone, qui va prononcer 10 phrases qui seront toujours les mêmes et qui va les répéter et qui sont aussi une forme de musique à l'oreille de l'enfant. Et donc l'enfant arrive, il touche ses capteurs et ça déclenche des sons. Et on peut associer ou pas d'ailleurs, c'est à notre choix, à ces sons des images, parce qu'il y a un meilleur encodage, il y a une meilleure mémorisation quand il y a plusieurs sens qui sont mobilisés, et l'enfant donc va à la fois entendre et puis il va voir l'image correspondante à ce qu'il entend et ça va lui permettre de mieux retenir en fait, le rugissement du lion, c'est le lion, le hurlement du loup, le bruit des pas dans la neige, il va associer, et c'est ça qui contribue vraiment à l'acquisition du langage. Donc, voilà, l'environnement de la bulle, c'est cocon, il peut se reposer, ne rien écouter s'il a envie, il vient tout seul et il va déclencher des sons, l'enfant, le jeune enfant, et puis les bébés déjà qui crapahutent aussi, sinon on amène des bébés dans les bras, et là c'est nous qui déclenchons les sons. Ils peuvent venir seuls ou en groupe, en activité libre, en activité dirigée, et donc découvrir, comme un enfant qui serait du pays correspondant, les sons
l'environnement sonore de l'enfant en Chine, en Belgique, en Italie, aux États-Unis ou en au Kenya, par C'est exemple. Voilà. absolument bluffant. On a envie, de s'y calfeutrer, dans votre cocon. C'est aussi d'une richesse et d'un foisonnement dingue, je trouve en tout cas et on sent qu'il y a en fait, que vous accueillez ces petits avec, une vraie pédagogie multisensorielle. Du coup, moi, Mmh. Claudia, je me pose tout de suite une question. Est-ce qu'il y a une journée type pour un bébé au sein de vos crèches? En d'autres termes, à quoi ressemble la journée d'un Mmh. petit que vous accueillez au sein de vos crèches musicales? Oui. Oui, il y a des rituels. Les rituels sont extrêmement importants pour tous les enfants. Ils servent de repères temporels et aussi spatiaux. Et ça contribue à rassurer l'enfant et à favoriser les interactions. Donc l'enfant arrive, alors on va prendre un petit Oui. garçon de 18 mois, hem, qui va arriver, il va être accueilli dans l'atrium, à côté de la bulle. S'il a envie, pour se rassurer, d'avoir un rituel autour de la bulle, ça arrive assez souvent, il va amener son parent qui va l'amener au sein de la crèche, visiter la bulle, écouter un son, et ça, il le fera tous les matins parce que ça va faire partie de son rituel. Des enfants beaucoup plus petits, par exemple, le parent va faire le tour de la bulle, va lui montrer quelques images et puis ensuite, il va rentrer dans les sections. Donc l'enfant va arriver, dans cet atrium, dans la bulle, et ensuite il va être accueilli par la professionnelle ou le professionnel. Il va y avoir des interactions, des échanges pour savoir comment se sont passées et la nuit et le soir précédent et la matinée. Et ensuite, il va rentrer en section, donc dans des zones de vie, des espaces de vie dans lesquels on va commencer la journée lorsque les enfants sont tous arrivés. Et on va commencer par le rituel du bonjour. Donc on va chanter le rituel du bonjour qui permet de nommer et de regarder et d'accueillir nominativement, individuellement Ah, c'est chaque enfant. fabuleux. Donc c'est une petite chanson, une petite comptine, et donc chacun se sent valorisé à ce moment-là, et on commence déjà, vous voyez, Maria, avec la musique. Au travers de cette petite comptine, on va valoriser chaque enfant qui est nommé et qui est regardé par tout le monde, et bon, qui se sent bien sûr exister, ce qui est absolument essentiel pour un jeune enfant. Ensuite, on va avoir d'autres comptines qui sont des comptines typiquement françaises ou qui vont être des comptines propres au voyage musical. Alors le voyage musical, chaque mois, nous partons dans un pays ou dans un univers. Ça peut être aussi le Moyen Âge, ça peut être l'univers de la mer. Ça va être, on va partir dans un univers, dans un pays en général, euh, pour permettre à l'enfant de découvrir l'environnement sonore et puis l'environnement culturel, artistique et culturel, parce qu'en fait, ça commence par ça, du pays en question. Et donc, ça va commencer par la crèche. À l'intérieur de la crèche, les sections vont être décorées avec des objets, des dessins, des photos propres au pays. Et les comptines qu'il va commencer à chanter sont aussi relatives au pays. Et on va avoir le tube du mois. Le tube C'est du mois, génial. c'est la chanson qui est la chanson un peu emblématique du pays, en général très connue, assez facile à apprendre, mais pas toujours, hein, c'est pas toujours évident. Et donc toute l'équipe et les enfants vont apprendre la chanson du mois et vont la répéter régulièrement dans la journée et chaque jour. Et donc ça lui permet de mémoriser une musique avec des mots qui sont évidemment pas forcément du français, mais les enfants retiennent très bien. Et là, on travaille déjà cette gymnastique qui est cette préparation au langage. Donc il va y avoir ce temps. Ensuite, il y a des temps qui sont de micro-motricité fine. On va faire de la peinture, on va faire de la pâte à sel, on va faire du bricolage selon l'âge de l'enfant. Donc un enfant de 18 mois, il va commencer à faire peut-être des dessins avec les pieds nus ou avec les mains, toucher à la peinture, plaquer ses mains, ou alors si on est en Espagne, on va partir, on va découper
les adultes vont découper des bouches, des yeux, des nez, et puis les enfants vont découper ça et faire un espèce de tableau qui ressemblerait à celui de Dali, et celui de Dali d'ailleurs en exemple. Enfin, si on est au Vietnam, on va faire un chapeau vietnamien, et puis si on est à Madagascar, on va travailler la pâte à sel avec un petit colorant ocre qui va rappeler le sable de Madagascar. Donc l'idée, c'est d'emmener l'enfant, voilà, dans cet environnement sensoriel avec cette première avec ce fil rouge qui est celui de l'ouïe, qui est celui du voyage musical, mais on va l'embarquer dans tous les sens. Donc il est dans sa section où il va sortir dans l'atrium, et puis à côté de ça, ils vont aussi profiter du toboggan en place, de la piscine à balles, des petits vélos, ils vont courir, il va y avoir un parcours psychomoteur. Si on est en Égypte, eh ben, on va marcher sur des rondins de bois, etc., pour ne pas tomber dans le Nil où sont les crocodiles, et évidemment on va chanter la chanson des crocodiles. Voilà, on va les embarquer dans un environnement, on va les faire voyager au travers de leurs sens, et on va développer par ce biais-là leur imagination, leur curiosité à un âge où en fait tout ce qui est nouveau est source de découverte et d'apprentissage, et nourrit l'enfant et participe à la fabrication de ces autoroutes neuronales qui sont tellement importantes à cet âge-là, puisqu'on sait que le pic de densité neuronale est à 2 ans, et donc tout se construit, puis après il y a un élagage en fonction de ce qui est utilisé ou pas utilisé. Donc plus on donne un environnement riche sur le plan sensoriel à l'enfant, plus il va mémoriser, plus il va faire travailler toutes ces autoroutes neurologiques qui sont déjà en place dans son cerveau. Il va les activer, il va les renforcer, et puis ça va lui donner un sens de la réalité qui est fondamental pour bien grandir, et pour voilà, avoir une bonne appréhension de notre environnement immédiat et du monde. Je n'ai jamais vu et entendu un projet aussi fabuleux, aussi abouti, Claudia. En fait, vous embarquez en voyage chaque jour les petits que vous accueillez, et ça doit être tellement épanouissant, tellement galvanisant pour eux comme pour leurs parents. Du coup, moi, j'aimerais vous poser une dernière question en ce qui concerne les crèches plus particulièrement. On sait tous ce que c'est que de confier son petit bout de chou pour la première fois, voilà, à quelqu'un qui va s'en occuper pendant toute une journée. J'aimerais parler des adaptations, de la manière dont les adaptations se passent au sein de vos crèches. Et là où je veux en venir, c'est est-ce que finalement, cet environnement multisensoriel, cette pédagogie finalement extrêmement complète que vous mettez en place, change quelque chose pour l'accueil du tout petit? Oui, parce que l'accueil du tout petit doit se faire déjà avec le parent de façon vraiment intégrée. Alors l'accueil, l'adaptation va en fait aussi varier en fonction des professionnels et de leur sensibilité. Mais ce qui est le fil conducteur, c'est que ça doit aller au rythme de l'enfant et du parent, parce que parfois l'enfant est prêt, le parent ne l'est pas, ou vice versa. Et donc, ça peut aller d'une semaine à 15 jours. C'est d'ailleurs en général plutôt 15 jours qu'une semaine, avec des petits temps dans lequel on invite le parent, souvent, le parent à rester le maximum de ce qu'il peut. Alors, il y a différentes possibilités. Soit le parent commence au début de la semaine et puis ensuite il laisse son enfant. Mais ce que l'on favorise quand c'est possible et quand l'équipe est prête aussi à ça, parce que c'est vraiment une contribution générale, on accueille le parent au sein de la crèche le temps qu'il souhaite, la semaine entière, par exemple, ou même les 15 jours, de façon à ce que le parent voit ce que va
vivre son enfant quotidiennement, et l'enfant est parfaitement rassuré aussi de voir son parent interagir, et puis petit à petit il gagne en autonomie, il va prendre contact plus facilement avec les professionnels. Nous avons des professionnels repères, c'est-à-dire des professionnels qui vont être un peu plus les personnes auxquelles le parent va s'adresser, mais on va laisser l'enfant choisir aussi ses parents repères qui sont proposés, ces professionnels repères qui sont proposés, mais si l'enfant préfère une autre professionnelle, il ira vers une autre professionnelle et on respectera son choix. On ne va pas imposer le choix des professionnels, et ça c'est une alchimie qui se fait naturellement, hein. On a envie d'aller plus vers une personne qu'une autre, et l'enfant est aussi en contact avec l'ensemble des autres professionnels de la section et ensuite de l'unité. Il est connu de l'ensemble de la crèche, ce qui fait que il est nommé, reconnu, connu, et ça c'est extrêmement important pour sa sécurité affective. Donc cette adaptation favorise au maximum la présence du parent au sein de la crèche, parce que le parent doit être prêt aussi à être rassuré de laisser son enfant, et ensuite le parent s'en va des petites journées et retrouve son enfant, et en général ça se passe très bien parce que l'enfant est rassuré. Il y a toujours une période où l'enfant réalise qu'il n'est plus avec son parent, et donc c'est une petite période de pleurs, et cette période de pleurs elle est normale, elle est même je dirais et ça c'était un peu ma découverte, moi qui ne suis pas issue du monde de la petite enfance à la base, s'il n'y a pas cette période de pleurs, elle va arriver plus tard, ou elle doit en tout cas arriver, parce que l'enfant doit manifester le fait qu'il est séparé de son parent, et qu'il réalise et il manifeste cette notion de séparation. Alors c'est un petit temps de pleurs qui est en général assez court, hein. Ça va être au moment du départ, il va un petit peu pleurer, puis en réalité dès que le parent est parti et que les autres enfants et que la professionnelle propose des choses, ça y est, c'est passé. Mais il y a eu un petit moment où il a manifesté je suis séparée, et je le remarque. C'est pas ce que j'aurais choisi dans un premier temps, puis en fait après il est avec les professionnels et ça se passe bien, et ensuite pour voir si ça se passe bien ou pas, c'est très simple, c'est est-ce que l'enfant a envie de venir à la crèche, est-ce que quand il arrive le matin il court et il oublie presque son parent, ou est-ce que le soir il a pas envie de partir, enfin voilà. Par contre si l'enfant manifeste il n'a pas envie de venir à la crèche, alors on se pose avec les professionnels et le parent et on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que quelque chose a changé au sein de sa famille? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé au sein de la crèche, au niveau des professionnels? Et on essaie de comprendre, de décrypter de façon à verbaliser et apporter des solutions aussi pour que ça se passe bien. Et du coup, c'est un plaisir ensuite de voir les enfants qui s'épanouissent et les professionnels avec. Je pense que vu tout ce que vous mettez en place et la générosité et le bon sens que vous y mettez, en effet, ça doit créer, comme vous le disiez, des cercles vertueux. Et cela, en fait, fait plus de 15 ans que votre projet vit et épanouit des petits, et les résultats sont là. Les enfants que vous accompagnez sont épanouis à plus d'un titre, on va justement en parler. Vos résultats sont aussi confortés, confirmés et étayés par des études scientifiques robustes que vous avez pris le soin d'ailleurs de détailler dans un livre d'utilité sociétale à mes yeux, qui s'appelle Petite enfance, de la musique avant toute chose. Alors justement, j'aimerais vous demander, quels sont, selon vous, les arguments scientifiques qui illustrent le mieux, la manière dont la musique joue un rôle essentiel dès les débuts de la vie? Pour répondre à votre question, je vais commencer par un petit peu mon cheminement. Donc on a vu spontanément que les enfants qui passaient par nos crèches parlaient bien, étaient à l'aise socialement, c'est-à-dire dans l'interaction sociale, à regarder l'adulte, à pas lui sauter dans les bras, mais pas reculer en pleurant. D'ailleurs, ça c'est aussi quand vous rentrez dans une crèche, si les enfants ont cette bonne posture,
pas sauter, pas aller vers l'adulte, mais l'observer et ne pas, au contraire, avoir peur, là, vous savez que les enfants sont en sécurité affective. Si par contre, c'est pas le cas, là, on peut se poser des questions. Et donc, après 10 années d'ouverture, enfin de crèche avec la pédagogie mise en place, on avait très régulièrement et depuis le début des retours des parents sur des enfants concernant les enfants qui étaient partis en maternelle, sur le fait que l'enfant parlait bien, qu'il était à l'aise socialement, et toutes ces informations, on pouvait les considérer comme subjectives parce que venant des parents, mais on avait aussi des appels de professeurs des écoles nous disant mais qu'est-ce que vous faites, parce que on voit une différence avec cet enfant et les autres. Et puis bon, quand c'était le petit deuxième, le troisième, parce qu'en fait il y avait le bouche à oreille aussi au sein des familles, et donc quand elles avaient la possibilité, ces familles, de mettre leur enfant leur deuxième ou troisième, elles voyaient la différence, elles nous disaient ah bah il est pas comme le premier, il parle mieux, machin. Bon, alors c'est vrai aussi que le fait de faire partie d'une fratrie favorise le langage, mais pas que. Et donc, ça, j'ai voulu le mesurer scientifiquement. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir un docteur en psycholinguistique qui a mené cette recherche sous l'égide d'un directeur de recherche émérite de l'INSERM pendant 2 années, et qui a pris des subtests. Le protocole était des subtests de Wechsler, qui sont les tests de QI adaptés à l'âge des enfants, et on a choisi de façon aléatoire des enfants de 4 à 10 ans, donc qui étaient sortis de nos crèches et qui avaient passé plus de 2 ans chez nous et quasiment à temps complet ou 4/5e. Et donc on a rappelé ces enfants-là et ils ont passé ces tests. Et le résultat de ces tests a été assez bluffant. Ces enfants avaient en moyenne une note de 70% supérieure à la moyenne nationale sur le langage. Avec un écart type P3, ça veut dire que le moins bon avait peut-être 14, le meilleur avait 19, sachant que le 19 était la note maximale. Donc 17 de moyenne avec un écart type P3, on s'est dit, là avec les chercheurs, il se passe quelque chose. Et effectivement, pour les chercheurs en psycholinguistique, c'était une évidence. Pour moi, c'était une surprise parce que certes, je pensais préparer les enfants à l'apprentissage des langues étrangères et les ouvrir au monde, à l'autre, etc. Mais leur permettre d'apprendre mieux le français, le langage dans lequel ils évoluent, ça, c'était pour moi une surprise. Ça, c'était le premier élément. Et puis l'autre élément, c'était la socialisation, où les enfants étaient à l'aise. Alors c'est vrai que quand on a la parole, on est plus à l'aise, mais ils étaient particulièrement à l'aise dans les interactions, et ça, c'était aussi marquant. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai voulu comprendre pourquoi, et ça a été à l'origine de mon livre qui m'a été commandé en fait par Duno, sur la pédagogie, ce qui était assez formidable et très bien. Mais en fait, avant de parler de la pédagogie, j'ai voulu de moi-même comprendre pourquoi la musique avait un tel impact sur le développement du cerveau et notamment du langage. Et donc là, j'ai plongé dans une centaine d'articles scientifiques qui parlent de l'impact de la musique sur le développement cognitif, affectif, moteur du jeune enfant, pour comprendre qu'est-ce que racontent les scientifiques. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient racontées par les scientifiques, mais qui n'étaient pas connues du monde public. Et je suis rentrée un peu dans la posture d'un chercheur de trésors, que j'ai adoré, et je trouvais des pépites, et je n'ai pas trouvé par contre de livres rassemblant toutes ces pépites, et j'ai eu donc ce privilège de raconter ce que j'avais découvert et des résultats scientifiques des laboratoires, et de donner l'image globale. Et donc cette image globale de l'impact de la musique chez le jeune enfant, il est de 2 natures. Il y a plein de choses, mais il y a 2 natures, 2 éléments clés qui sont effectivement le langage et d'autre part également la socialisation. Et ça, je trouvais ça assez bluffant. Le langage, parce que l'enfant in utero se développe dans un environnement musical, c'est son premier environnement, il a sa propre
symphonie musicale qui est identitaire, puisqu'en fait dans chaque ventre ça gargouille différemment d'un ventre à l'autre, et puis il y a la voix de la maman et les voix environnantes, et puis tout l'environnement. Donc, qu'est-ce que l'enfant entend? Il entend d'abord le battement cardiaque, ensuite il entend aussi la respiration, le flux sanguin, il est bercé par les pas de la marche, et tout ça, ce sont des rythmes. Et il a aussi tout l'environnement mélodieux qui est une forme de mélodie, hein, mais c'est aussi le bruit du glouglou, du flux sanguin de nouveau, le bruit de la mère, de la voix de la mère in utero, mais aussi qui arrive de l'extérieur par le biais de la peau, hein, parce qu'il y a que quelques centimètres qui séparent l'extérieur du monde de la peau. Et donc l'ouïe permet le premier contact avec l'enfant. C'est le premier contact avec l'extérieur. Donc, au travers de cet environnement musical, un rythme et mélodie, ça donne une musique. L'enfant développe son ouïe très tôt, en fait. À 4 mois et demi, déjà, l'enfant est en capacité d'entendre des fréquences basses. Donc, ça veut dire des voix très graves, des sons très graves. Et puis après, ça évolue jusqu'à 7 mois et demi, jusque dans les aigus et dans un spectre normal. Et l'enfant, il développe donc dans son cerveau cette compétence auditive in utero au travers de la musique. Donc cet environnement musical contribue énormément à la construction de son cerveau, qui le prépare à sa naissance. Et qu'est-ce qu'il développe? Il développe beaucoup l'ouïe, aussi le toucher étant le premier sens, et puis bon, les autres sens, évidemment, l'olfaction, le goût et la vision qui arrivent tout à la fin. Mais l'ouïe est le premier sens qui le met en contact avec l'extérieur. Donc je me suis dit, mais cette ouïe, elle a un rôle majeur. Et effectivement, cette musique prépare son audition, sa capacité auditive, pour ensuite, déjà un peu in utero, mais une fois né, entendre les paroles et commencer à apprendre. Donc il va commencer à apprendre au travers d'une oreille musicale. Il naît avec une oreille musicale. Son oreille musicale, nous naissons tous avec une oreille musicale, et donc, contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas une oreille que l'on développe, c'est une oreille que nous avons, mais que nous perdons assez rapidement à l'âge de 1 an, qui décroît assez vite, parce que l'enfant a une capacité auditive totale, universelle à la naissance, c'est-à-dire qu'il est capable d'entendre tous les sons du monde et d'entendre toutes les musiques du monde, les subtilités des musiques des langues, des accents, etc. à la naissance, mais assez rapidement, son cerveau se spécialise. Il arrive avec plein de connexions neuronales, hein, donc issues de la musique, de l'écoute de ce bruit musical, de sa symphonie utérienne, in utero. Et ensuite, il va appliquer toutes ces compétences-là à son environnement sonore immédiat. Et il va supprimer ce qui n'est pas utile. Donc, il naît avec cette capacité totale, mais déjà à 6 mois, il n'entend plus, s'il n'est pas dans cet environnement, les différences entre un U, un par exemple pour un Français, et puis et un OU pour un étranger, un Allemand ou un anglophone. Il gardera cette mémoire-là s'il l'a entendu et il l'a travaillé donc entre 0 et 6 mois, mais s'il n'est pas dans cet environnement, il va perdre cette compétence et il n'entendra plus la subtilité du 1, ou alors ça va être plus compliqué. Et ensuite, c'est la même chose pour les consonnes. Un enfant qui entend tout petit, donc entre 0 et 1 an, la subtilité entre le D hindi et le D français, que ni vous, Maria, ni moi n'entendons plus depuis très très longtemps. L'enfant, il l'entend, mais à 1 an, c'est terminé. Il ne peut plus entendre ça non plus, parce que son cerveau aura sélectionné ce qui est utile
immédiatement dans son environnement de ce qui ne l'est pas, et du coup, ce qui ne l'est pas est élagué. Et donc, cette spécialisation du cerveau sur son environnement sonore et ce travail qui le prépare à l'acquisition du langage. Donc ça, la musique, c'est l'acquisition du langage. Mais la musique, c'est aussi autre chose, et ça, c'est encore plus bluffant et encore moins connu. La musique prépare à la socialisation. Et ça, c'est pas évident comme lien. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Expliquez-nous. Et pourtant, c'est assez évident finalement, parce que le premier élément que l'enfant perçoit, d'ailleurs tactilement, c'est le rythme. Et ensuite, auditivement, battement cardiaque, etc. Le rythme, ça va le préparer à la synchronisation. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, Boris Cyrulnik en parle encore régulièrement d'ailleurs, et les chercheurs, l'enfant va réagir avec au rythme cardiaque de sa maman. C'est-à-dire que si le battement cardiaque de sa maman est apaisé, son battement du fœtus va être aussi apaisé. Si par contre il y a une accélération du battement cardiaque de la maman, le fœtus va se caler sur cette accélération cardiaque et il va aussi s'agiter, il va aussi quasiment simultanément accélérer son cœur, parce que il y a quelque chose qui se passe versus danger ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc l'enfant, dès in utero, se cale sur le rythme de la maman. Et en fait, quand il naît, la synchronisation lui permet de travailler ses clés de socialisation. Il va commencer immédiatement à se synchroniser avec son entourage, sa maman, son papa, ses frères et sœurs, sa famille, ses amis. Enfin, il va se synchroniser, il va commencer les jeux qui vont être de répondre aux incitations orales de quelqu'un. Et puis ensuite, il va continuer à se caler là-dessus. Et nous sommes en synchronisation. Je parle et vous m'écoutez, et après c'est le contraire qui se passe. Je vous écoute et vous parlez. Et c'est ça la base aussi de la socialisation. Et on a une recherche qui met ça en évidence, que je trouve assez intéressante, qui a été de mettre un enfant de 4 mois dans une pièce sur les genoux de sa maman face à 2 personnes qui tenaient un nounours. Et il y a une musique qui est diffusée dans cette pièce, et il y a une personne qui fait danser le nounours au rythme de la musique, et une autre personne qui fait danser le nounours, mais à contretemps, ou en tout cas pas dans le rythme, désynchronisé. Et l'enfant va systématiquement toujours, ensuite on tend le nounours, et il va toujours prendre le nounours qui a été en synchronisation avec le rythme de la musique. Jamais l'autre. Impressionnant. C'est génial, hein? Absolument épatant. En tout cas, sachez que vous êtes une sacrée dénicheuse de pépites, et vraiment merci mille fois Merci. de nous les livrer avec, de manière aussi accessible et aussi généreuse encore une fois. Alors du coup, moi j'ai envie de vous Merci. poser, peut-être, 2 questions par rapport à ce que vous venez, de nous dire. Hem, la musique, elle a aussi de vrais apports émotionnels et psychologiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler Mmh. aussi des vertus quasi thérapeutiques de la musique, s'il vous plaît, Claudia? Les vertus de la musique, elles touchent en fait directement les émotions. Et d'ailleurs, il y a Isabelle Pérez, pardon, qui une chercheuse, canadienne, qui est peut-être la plus pointue sur le plan de l'ouïe. Et la la musique, en fait, c'est elle qui dit que la musique contribue à mener, à lier, à créer des liens entre les personnes. Et vous le constatez dans une chorale. Dans une chorale,
vous vivez la même émotion. Quand vous chantez quelque chose qui vous prend un peu aux tripes, au sein d'une chorale, vous ressentez la même émotion. Et en fait, elle parle de la musique comme une caresse collective. Et je trouve ça assez beau, parce que c'est vrai que c'est une caresse collective, ça fait du bien, et on se sent en synchronisation, donc en harmonie aussi avec nos pairs, avec les personnes avec qui on chante, et la vertu de la chorale, elle a justement ce côté apaisant et ce sentiment d'appartenance, et du fait de vivre la même émotion et la même aspiration à la beauté et à l'harmonie. Voilà. Donc cette unité de la musique, enfin cette force de la musique sur l'émotion, elle est connue en fait depuis tous les âges. C'est vrai que la musique à la base, elle était plutôt utilisée dans des conditions cultuelles, enfin des cérémonies religieuses, enfin peut-être à la préhistoire et même avant. Elle était utilisée par les battements de tambour, et d'ailleurs battement de tambour, ça fait rappel battement cardiaque, et on revient au rythme, le premier son que l'on entend in utero, pour ça aussi qu'on est certainement aussi sensible. Donc la musique a toujours été utilisée pour rassembler. Vous avez l'hymne national qui a toujours cette vocation-là. Vous avez ces chants aussi pour remonter le moral des troupes. C'est vrai. Enfin, dans les armées. Enfin, la musique a toujours été utilisée de manière particulière pour rassembler, pour encourager, pour donner du cœur, et donc c'est parce que ça impacte les émotions directement. La musique est enfin l'art qui touche le plus pleinement le cerveau, parce que ça va toucher évidemment les émotions, mais ça va toucher aussi la motricité. Vous allez quand vous entendez une musique avec un bon rythme, c'est difficile de pas rentrer dans le rythme, de bouger le pied ou de bouger le corps, etc. Donc ça touche le moteur, mais ça touche aussi votre mémoire. Si c'est une musique que vous aimiez beaucoup, que vous avez déjà entendue, bah bing, ça va faire rejaillir des souvenirs. Bon, évidemment, ça touche la zone du langage, mais ça touche la zone aussi enfin tout ce qui est réflexion, rationalisation, parce que vous allez peut-être écouter les paroles, vous allez les associer à des événements. Enfin, il y a énormément de connexions qui se font à ce moment-là autour de la musique, et donc c'est quelque part l'art le plus complet qui mobilise le plus le cerveau. Mais le lien entre la musique et l'émotion, il est de plus en plus mis en évidence, et il est mis en évidence particulièrement chez les personnes âgées, je sais pas, et qui sont atteintes d'Alzheimer. Je sais pas si vous avez vu une vidéo absolument magnifique qui a circulé sur YouTube d'une ancienne danseuse étoile, je crois canadienne, qui est atteinte d'Alzheimer à un point où elle est quasiment immobile et enfin presque un légume. Et en fait, on lui fait écouter le Lac des Cygnes, et ça m'émeut à chaque fois. Mais on lui fait écouter le Lac des Cygnes, et vous voyez, pardon, je suis désolée, vous voyez les gestes qui reviennent, et en fait, il y a un film en fond, parce qu'il y a eu après un montage, qui remonte les gestes des danseurs sur cette musique-là. Et en fait, c'est exactement ces gestes qu'elle reproduit, et c'est juste magnifique, en fait. Et cette personne qui n'est plus en capacité de parler, de se souvenir de quoi que ce soit, qui n'est plus dans l'échange, qui n'est plus dans l'interaction, vous la voyez revivre. C'est absolument, ces émotions. c'est impressionnant, et je vois en effet la vidéo dont vous parlez, et je comprends pourquoi elle vous touche à ce point-là. J'aimerais justement rebondir là-dessus, Claudia. La musique, comme vous le disiez, vient soutenir aussi le développement moteur de l'enfant. Est-ce que vous auriez peut-être des exemples concrets de progrès moteurs qui seraient facilités par la musique à l'échelle des tout petits? En fait, l'enfant va très naturellement se synchroniser à la musique tout de suite, et il va commencer par le pédalage qui est d'abord
pas forcément synchronisé. Hein. Quand l'enfant, un bébé entend de la musique et ses premiers mois, il va bouger dans tous les sens et c'est pas forcément au rythme. Plus tard, et bon, ça, il faut attendre, je crois, quand même plutôt la marche pour qu'il commence à se mouvoir un petit peu plus dans le rythme. Il n'a pas forcément cette compétence, il a cette envie, il le ressent, mais il n'a pas forcément cette compétence d'être dans le rythme. Mais ça vient un peu plus tard, et de mémoire, ça vient à peu près au moment de la marche, mais sous toute réserve. Et ensuite, il va rentrer naturellement. Pour lui, c'est une expression. Donc, tout ce qui est de favoriser les danses, le fait de se trémousser, le fait de taper sur un tambour, d'associer à l'écoute des gestes, des rituels qui peuvent être aussi vous savez, sur certaines comptines, vous avez les gestes qui vont avec voilà, des petites chorégraphies qui vont avec cette comptine. Tout ça, ça va encore aider à la synchronisation, et puis ça va permettre à l'enfant de travailler la coordination et ensuite d'être plus à l'aise sur son développement moteur, puisqu'il est en pleine acquisition de la marche, mais aussi de l'équilibre et ensuite de la capacité à toucher quelque chose de façon fine. Donc plus on sollicite sa motricité globale, plus on arrive à développer cette compétence et ensuite le rendre plus à l'aise dans un environnement spatial, en fait, sur son évolution dans son environnement immédiat. C'est extrêmement clair, Claudia, et c'est vrai que quand on vous écoute, on a envie de se demander comment est-ce qu'on fait pour décliner au quotidien et faire profiter le plus grand nombre de tout ce que vous avez imaginé et injecté au sein de vos crèches. Est-ce que vous avez des pistes ou peut-être des conseils à nous communiquer? Alors déjà, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'écoute de la musique avec le jeune enfant, mais pas laisser simplement une enceinte diffuser de la musique et rien derrière. Ce qui compte pour l'enfant, pour qu'il acquiert avec plaisir quelque chose, c'est qu'on manifeste aussi son propre plaisir et qu'on soit dans l'interaction avec l'enfant. Donc, quand vous écoutez de la musique, si vous manifestez avec lui, vous dansez avec lui, puis vous prenez un petit peu ses bras pour jouer avec lui, etc., vous manifestez votre plaisir, vous transmettez ce plaisir, et ce plaisir, ensuite, il va se l'approprier, et déjà, bon, naturellement, évidemment, ça lui fait du bien, on en a parlé, mais il va aussi inventer et par miroir copier, imiter d'autres gestes, et puis découvrir de nouvelles compétences, et l'enfant il est avide de découvrir toutes ces compétences. Donc tout ce qui peut favoriser ces interactions, ça va lui faire du bien. Chanter avec lui, ça développe ses vocalises, ça développe ensuite son langage, ça va développer, dans un premier temps les voyelles et puis ensuite les consonnes, et ça développe vraiment son langage. Hein. C'est vraiment de la préparation au langage. On sait que la préparation au langage est entre 0 et 1 an. Et pourtant, il n'a pas dit encore beaucoup de mots à ce moment-là. L'explosion du langage commence à partir de 18 mois, 24 mois en général. Donc, tout ce qui est aussi chanter, manifester le plaisir. Ce qui compte le plus, c'est le plaisir. Que vous chantiez juste ou faux, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est votre émotion, votre joie à chanter, à danser, à interagir. Même le côté un peu apaisé, peut-être voire mélancolique, enfin serein, écouter, manifester vos émotions, être triste sur une musique un peu triste, et puis après gai, ou être un petit peu en colère, parce que là on entend les coups de tonnerre de la musique de Beethoven par exemple, et puis ensuite on est de nouveau apaisé et on entend
bon, moi je suis assez musique classique, mais enfin voilà, ça s'approprie absolument à tout, sauf la techno qui est quand même assez dure, et puis le hard rock, c'est évidemment ça, je pense que ça c'est moins approprié, mais l'enfant peut entendre du rock and roll si c'est ce que la famille aime, du jazz ou vous voyez, enfin ce qui compte c'est vraiment de manifester ce plaisir et d'interagir avec l'enfant, de pas le laisser tout seul en se disant bah ça y est il va apprendre, il va écouter, etc. Oui, il va entendre, il va peut-être pas écouter avec la même concentration et il va pas mémoriser de la même manière. Et ça c'est aussi la force de la musique, c'est d'amener de la concentration. Du coup, la concentration, ça amène de la discrimination sur les mots, et la discrimination, bah, c'est comme ça qu'on apprend à parler. Et c'est aussi, par exemple, enfin, quand on a des problèmes de langage et aussi ou de type dyslexie, on sait aussi que ça peut être un problème de discrimination sonore. Donc, encore une fois, c'est le rythme et la musique qui comptent beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Jouer avec un tambour, prendre un stylo et puis taper doucement sur quelque part pour voilà, générer un petit bruit, écouter des grelots, faire froisser du papier. Vraiment avec tout ce que l'on a autour de nous, on peut faire des choses extraordinaires. Ça c'est dans son quotidien à la maison. Et puis bon, nous c'est vrai qu'en crèche, on va favoriser la découverte des instruments aussi. On va présenter les enfants on va présenter les instruments aux enfants et des petits tout petits. Donc on va apprendre à l'enfant à toucher la corde, à la pincer, à la gratter, à tapoter dessus. Par exemple sur un violon, on va lui apprendre aussi à faire glisser l'écrin, non, enfin, j'ai un petit l'archet, pardon. On va lui faire tapoter aussi sur le bois du violon. Voilà, en fait, notre environnement sonore est sonore. Notre environnement est sonore. S'il y a plus de son, il y a plus de vie, en fait. Tout est sonore, et même les tomates, les feuilles de tomates réagissent quand on les coupe. Elles émettent des bruits que l'on n'entend pas, mais qu'on peut entendre et que les chercheurs ont détecté. Je trouve ça assez génial aussi comme truc. Donc, en fait, notre environnement est sonore et voilà, tout ce qu'on peut développer. Donc nous, dans les crèches, on développe ça. Il y a évidemment la bulle musicale qui est d'une richesse inouïe parce que ça amène les enfants et ils entendent des sons, et donc on verbalise sur ces sons, et donc nommer les sons aussi, parce que ça c'est très important. Bon, entendre toutes ces langues, et puis ensuite entendre les familles de mots, parce qu'on va raconter autour des mots, on va autour du crocodile, autour de la balalaïka, autour du didgeridoo. Enfin, et moi je trouve assez frappant dans les crèches, et c'est ce qui un peu m'a fait avancer sur cette envie de faire cette recherche, et puis ensuite d'écrire et puis de diffuser un peu plus ce que nous faisons. C'est quand j'avais plusieurs enfants d'origine ethnique, sociale complètement différentes, qui tous les deux m'ont dit ah c'est un didgeridoo. Bon, moi le didgeridoo je savais pas ce que c'était à la base, et le fait de pouvoir dire ce mot qui est quand même pas si simple. Alors ils apprennent à souffler, donc c'est un instrument traditionnel en Australie, et donc ils apprennent, ils touchent. Et après on va décliner avec des peintures et tout ça pour jouer. Mais c'est vrai que dans nos crèches, cet environnement, on le rend très riche, et c'est en fait culturel, c'est de l'art et c'est de la culture, et c'est ça aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est que l'art et la culture, qui commence par notre culture familiale, mais ensuite qui s'élargit, est vraiment la base du développement de la multisensorialité du jeune enfant. Et l'enfant, il a besoin de ça, d'art et de culture. Mais de façon simple, hein, c'est déjà notre environnement, pour ensuite apprendre le beau, apprendre l'écoute, et en fait travailler toutes ces préparations qui vont être
ces préparations aux apprentissages qu'il va commencer à découvrir à l'école. Et donc nous, aujourd'hui, au sein de nos crèches, il y a tout cet environnement-là, mais depuis peu, on fait... on diffuse aussi, c'est-à-dire que notre objectif, c'est que ça ne soit pas que dans nos crèches, mais que ça soit aussi au-delà. Donc, notre pédagogie, la bulle musicale, maintenant peut être installée, intégrée dans d'autres crèches municipales, associatives, micro-crèches, etc., pour vivre ça. Donc là, on est en train de diffuser ce que l'on a appris depuis plus de 15 ans, 17 ans aujourd'hui, pour que ça soit aussi intégré dans d'autres crèches et que les professionnels s'approprient sur la base de leur propre euh, travail, mais qu'elles intègrent, parce que la musique s'intègre absolument partout, et qu'elles intègrent en fait à la fois ce dispositif et puis aussi cette approche pédagogique autour de la musique, parce que je crois que c'est vraiment fondamental. Et juste pour terminer, les évaluations PISA nous le disent précisément. Pour préciser, ce sont des études justement qui permettent de mesurer le niveau scolaire des enfants au sein de différents pays. Exactement, merci. Et donc, c'est les enfants qui réussissent et qui sont le mieux préparés par leur scolarité au monde de demain aussi, sont des pays où la place de l'art et particulièrement de la musique est très importante et beaucoup, beaucoup plus importante qu'en France. Il y a des progrès qui sont faits en France, mais il faut aller plus loin. C'est passionnant. Vous êtes passionnante, Claudia, et vraiment. Merci. Et du coup, pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire, j'ai lu dans votre bouquin qu'en 2017, l'Éducation nationale a renforcé son programme musical en le rendant obligatoire dès la primaire. Sauf que après vous avoir écouté, ça peut nous sembler encore un tantinet tardif. Alors du coup, je voulais vous demander si vous aviez la possibilité de rencontrer Emmanuel Macron et son futur gouvernement, quelles seraient peut-être les ambitions que vous aimeriez les voir mettre en place lors de ce prochain quinquennat pour soutenir justement l'épanouissement sensoriel des tout-petits? Eh bien, c'est mettre la musique. Il y a eu déjà des avancées là-dessus. C'est mettre la musique au centre aussi du quotidien des enfants, et ça dès la maternelle, mais aussi dans le primaire et aussi au lycée et même au-delà. Mais vraiment inviter l'enfant pas à vivre la musique comme le cours qu'on peut sécher parce que ça n'a pas d'intérêt et parce que tout le monde est blasé. C'est un peu malheureusement et c'est beaucoup de souffrance pour les professeurs de musique, mais c'est souvent un peu cette perception que l'on a. Et si on mettait la musique un peu plus comme un élément central, parce que c'est aussi une préparation à la logique, une préparation aux mathématiques, une préparation au langage, une préparation à l'écriture, et puis tout ce travail, tout cet impact de la musique sur la mémorisation, sur la concentration, puis aussi l'apprentissage du vivre ensemble, des règles, en fait c'est extrêmement complet. Donc si cette musique, comme ça l'était avant, c'est au Moyen-Âge et puis un peu après, la musique était centrale, elle avait plus de valeur que les autres matières, et là les choses se sont complètement renversées. Donc ce serait mettre encore plus la musique au centre. Alors je sais que Jean-Michel Blanquer a donc le ministre de l'éducation du premier gouvernement de Macron voulait mettre la musique, et en fait il a mis les chorales un peu plus en place, mais c'est quand même au bon vouloir des écoles et des directeurs et des professeurs des écoles. Donc c'est pas forcément mis en place. Et puis on a aussi tout le système éducatif autour de la musique
qui est présent mais qui est pas suffisamment valorisé, pas suffisamment poussé. Donc ce serait de mettre beaucoup plus d'emphase dès la maternelle, et on y gagnerait aussi sur le langage, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent en maternelle sans avoir le langage. Et donc comment pouvez-vous échanger avec un instituteur, comment vous pouvez échanger avec le père? Ces enfants-là partent tout de suite avec un handicap qui est ensuite, qui va marquer l'enfant, parce qu'il est jeune, il sera encore plus marqué, qui va donner un décalage, et ça demande encore plus d'accompagnement et plus de force chez l'enfant pour rattraper ce décalage. Et donc, l'importance du langage dès l'arrivée à la maternelle est essentielle pour aussi favoriser une scolarité harmonieuse de l'enfant. Donc la musique est essentielle. Alors il y a des initiatives qui sont fabuleuses et c'est Orchestre à l'école par exemple, mais ils sont pas les seuls qui interviennent déjà dans le primaire et puis aussi dans le secondaire, mais particulièrement dans le primaire, et qui rattrapent des enfants qui sont en décrochage scolaire et qui parlent la vie en communauté, donc la socialisation que permet la musique, parce que on travaille un instrument, on travaille en groupe, et finalement, l'enfant qui va pas être bon à l'école d'une manière générale se retrouve bon à taper, à faire de la batterie, ou à souffler dans une clarinette ou dans une flûte ou jouer du violon. Et là, il va se découvrir une autre identité et de la valeur, et il va gagner en valeur au sein du groupe, et ça va le favoriser dans son épanouissement et dans son intégration, et ça va le raccrocher. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient en décrochage et qui sont revenus dans l'école et qui, du coup, ont recommencé à suivre les cours, à s'investir dans les cours classiques, mathématiques, français, etc., parce qu'ils avaient repris confiance en eux-mêmes, retrouvé de la valeur à leurs propres yeux, puis aussi aux yeux de leur père, et ça leur a redonné cette motivation pour s'engager. Et donc il y a des histoires absolument fabuleuses. Orchestre à l'école a sorti un livre il n'y a pas très longtemps avec des magnifiques illustrations de ce qu'ils font, par exemple, mais il y a aussi d'autres organisations qui vont dans ce sens-là, et qui font de très très belles choses avec la musique. Mais on sait aussi en Colombie une association qui aide des enfants qui sont dans la misère, à sortir de la misère, et puis à sortir aussi du banditisme grâce à la musique. Enfin, la musique a un pouvoir très très fort. Merci pour votre regard, Claudia. Votre message est aussi clair que puissant, pourvu qu'il soit entendu par qui de droit. En attendant, pour conclure cet entretien, j'aimerais aller sur une petite note un peu plus personnelle, si vous le voulez bien. Vous nous le disiez en amorce de cette interview, vous êtes vous-même maman, et c'est à elle que j'aimerais m'adresser maintenant. J'aimerais vous demander, si cela n'est pas trop indiscret, quelle est peut-être la musique qui vous a, vous, personnellement, le plus porté dans votre quotidien de maman? Quelle est peut-être la mélodie qui a le plus amusé, apaisé, bercé vos enfants? Alors c'était, je peux pas dire qu'il y ait eu une musique particulièrement, mais nous on était beaucoup dans la musique classique, et ça a marqué mes enfants parce qu'ils ont joué tous les deux assez longtemps de l'alto et du violon. Et ils sont très sensibles à la musique. Donc, moi, j'étais plus avec Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert. Bon, mais je peux pas vous parler de morceaux en particulier. Mais par contre, je peux vous raconter une histoire qui est assez, qui est pas très vieille, qui a 5 ans, et qui a marqué, qui montre l'écho que la musique et que ce qu'ils ont appris petit a eu chez mes enfants. Et je vais parler de mon fils aîné, Timothée, qui est né en avance, hypotrophe, donc avec
pas des conditions idéales et beaucoup d'angoisse de notre part autour de lui. Et donc on l'a accompagné pour effacer un peu les séquelles aussi de cette hypotrophie. Et il est arrivé d'ailleurs à l'école à 3 ans sans pouvoir parler. Il parlait pas à ce moment-là, donc il a eu un retard. Il est rentré en CP. On disait déjà 15 jours après l'entrée en CP qu'il allait redoubler. Donc il a eu une scolarité qui n'a pas été simple, où il a été assez vite stigmatisé alors qu'il était plein d'élan pour avancer, etc. Et ce qui le tenait un peu, c'était le fait qu'il ait appris à jouer du violon. Et autant, parce que alors on pensait qu'il était dyslexique, dysgraphique, dysphasique, enfin il avait un peu tous les 10. Et quand je disais qu'il jouait du violon, alors là, les médecins me regardaient en me disant, mais là, qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas possible. Il a appris à faire du vélo en un jour, alors qu'en théorie, il n'avait pas forcément la coordination. Et donc, alors, c'était pas un grand virtuose, mais il s'accrochait à ce violon et il jouait du violon avec plaisir, et il voyait bien le regard d'étonnement que portaient les autres sur lui quand il disait qu'il avait du violon, et ça au regard avec ses performances scolaires par exemple. Et bon, après il a arrêté quand il avait à peu près 10 ans. Je l'ai pas forcé, je l'ai incité et tout ça, mais je l'ai pas forcé, mais bon, c'est resté quand même ancré. Et un jour, on est parti, on était à Prague, et on est allé écouter un concert à 5 voix. Et alors je ne peux plus vous dire ce que c'était comme musique, mais c'était aussi du classique. Et Timothée n'écoutait plus de la musique classique. C'était un jeune ado de 15 ans, un peu rebelle, très un peu replié sur lui-même, sur certaines choses, parce que quand même la difficulté l'a un peu marqué. Et il a accepté de venir donc avec nous dans cette salle cette salle de concert. C'était dans une synagogue avec une excellente acoustique à Prague. Et il est rentré là et il a écouté, et on a été tous scotchés d'ailleurs. C'était un quatuor avec quelques instruments, les 4 instruments, et puis aussi avec une ou 2 voix, mais c'était vraiment particulièrement beau. Et il est ressorti de là. Il était, ça je me souviendrai toujours, il m'a dit: maman, je veux me remettre au violon, et il a repris le violon après. Je veux apprendre l'anglais, parce qu'il y avait rien à voir avec l'histoire. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Enfin, c'était aussi de l'ordre de la motivation pour se remettre à l'école, à travailler à l'école, ce qui n'était pas non plus l'idéal. Il est ressorti de là reboosté. Et ça, je sais, parce que c'est aussi son bagage qu'il a connu in utero, parce que moi j'écoutais beaucoup de la musique. Alors j'écoutais pas, il faut jamais mettre des enceintes ou des casques collés sur le ventre, ça, attention à ça. Mais par contre, j'écoutais beaucoup de la musique, mon environnement était musical. Et puis effectivement, j'ai accouché sur un fond musical, et je suis désolée, j'ai oublié, je crois que c'était du Mozart, mais je sais plus vous dire quel morceau c'était. Voilà, mais il a accouché sur de la musique, et ça a fait beaucoup de bien, parce que c'était césarienne en urgence, etc. Donc il fallait un peu de l'apaisement. Et ensuite, il a connu ça, et je sais que ça, c'est un bagage solide chez lui. Et cette sensibilité au beau, à l'art, à la musique, il le tient aussi de ça. Et cette impulsion que ça a suscité chez lui en sortant de ce concert, et il a tenu, d'ailleurs, il a repris ses cours d'anglais. Et le 3e tour, je sais plus ce que c'était, mais il y avait un élan de vie qui était ressorti de ça. Et c'est peut-être, pour terminer, dire que la musique, elle transmet un élan de vie. Elle transmet ce lien, cette relation qui est finalement tellement essentielle, parce que si nous vivons de ce lien, nous avons besoin de ce lien entre nous les humains, entre familiaux d'abord, mais aussi avec nos amis, notre environnement professionnel. Et en fait, c'est central. Et la musique, elle contribue à favoriser ce lien, à apaiser, parce que tout n'est pas rose, évidemment, et à nous faire du bien et à nous rebooster. D'ailleurs, quand on a un petit coup de blues ou tout ça, souvent on se remet de la musique pour s'encourager et on regagne en émotions positives
quand on a écouté quelque chose, une musique qui nous fait du bien. Donc oui, la musique fait du bien et a beaucoup, beaucoup de ressources pour nous et déjà pour nos tout jeunes enfants. C'est vraiment fabuleux, Claudia. Merci encore une fois pour votre sensibilité et la générosité avec laquelle vous diffusez toutes vos trouvailles et tout ce que vous nous avez livré. Ça a été un pur plaisir de vous avoir à ce micro. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci Maria, un plaisir partagé. À très bientôt. C'est fou ce à quoi peut mener une intuition, vous ne trouvez pas ? Parce que la bulle musicale et les découvertes de Claudia sont parties de là, de cette sensation que la musique joue un rôle central dans notre vie d'être humain et peut-être encore davantage dans un monde dématérialisé qui va à 1000 à l'heure et où les enjeux d'autonomie, de liberté, de créativité, de sens critique et de curiosité deviennent prégnants. C'est peut-être plus que jamais le moment de tenter d'offrir le meilleur à nos enfants. Et ce qui est génial avec la musique, c'est que non seulement elle est capable de répondre à tous ces défis, mais en plus, elle est à portée de tous, et notamment des plus petits. Alors, que la musique accompagne les prémices de leur vie, qu'elle fuse pour ouvrir à soi, aux autres et au monde dans toute sa diversité. À bientôt pour un autre moment inouï.